Ouais. Alors oui, On va Oui, voir. effectivement. mais je les ai oubliés hier et aujourd'hui. Tu viens de me faire penser qu'il fallait que je lance le Non! record. Désolé. Ok, bon, c'est cool. Si ça vous intéresse, parfait. Ben, je ferai Ouais, parce attention que de bien ça permet relancer. de revoir toutes les notions sans le pratiquer et Ouais, assez rapidement. la globalité, quoi. Ok, ok, ça marche. Alors je relancerai le record en même temps. Ok, super. Si. Je vais, je vais créer une nouvelle sauvegarde. Je vais récupérer ces fichiers. Au moins, on va repartir sur une scène neuve. Parce que ça va plus concerner les instances. Ce qu'on a commencé hier, vous savez. La grille, la subdivision, le mountain qui ne marche plus. Pourquoi le mountain ne marche plus? Eh bien alors. Ah oui, c'est parce que j'ai activé le masque. Voilà. Ça va plus concerner le système d'instancing et les variations de géométrie. Donc, je vais ouvrir un nouveau Houdini. J'en ai un tout neuf ici. Et je vais récupérer tous ces nodes là. Je vais faire CTRL X dessus. Et je vais les mettre dans une nouvelle géo que je vais nommer instance. Et je vais les coller là-dedans, ces nodes. J'ai juste créé une géométrie parce que là on est dans le contexte objet. Vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez créer une nouvelle sauvegarde. C'est très bien aussi. Moi au moins je reste propre pour vous transmettre les Est-ce fichiers que, plus tard. Oui, pardon. est-ce que tu peux le donner le fichier du coup? Parce que hier, j'ai pas fait le mountain. Oui, bien sûr. Je regarde. Bien Merci. sûr, bien sûr. Donc je vais déjà le sauvegarder dans la journée d'aujourd'hui. Je vais créer. Je vais faire la journée 4 et je vais sauvegarder ça là-dedans. Et on va le nommer instance. Ok, je vais mettre ça dans le Discord, dans la doc. Merci De beaucoup. rien. Alors, on va faire ça. Ok. On peut aller à l'intérieur. Je fais juste un récap rapide de ce qu'on a fait. On a pris une grille. On va faire un peu de place. Voilà. Cette grille, on l'a subdivisée un petit peu, voire beaucoup. Au moins, on a pas mal de résolutions. On a notre mountain. Et l'objectif, ça va être de créer des points pour pouvoir instancer des roches. Donc ces points, on peut les créer par défaut juste avec le node scatter. On va le connecter directement. Ça va nous faire plein de points sur la surface. À peu près 10 000 points. Donc c'est ici qu'on va contrôler le nombre de points qu'on veut. Le désavantage, c'est que si on fait que comme ça, on va pas pouvoir concentrer les points à un certain endroit. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser une option qui est la density attribute. En gros, c'est un attribut qu'on va lui fournir, un attribut de type flottant, qu'on va pouvoir fournir à notre géo, pour aider nos scatters à se créer dessus. Si l'attribut est égal à 0, il ne va pas y avoir de points. Si l'attribut est supérieur à 0, alors des points vont pouvoir se créer dessus. Donc cet attribut, on a plein de manières de le créer.
Là, je l'ai fait avec le Physical Ambiance Occlusion. Je le trouve très cool. Mais on a plein d'autres nodes qui sont utiles. On en a un petit peu parlé hier. L'attribute Noise est aussi une solution. On va créer AO Mask. Non, on va laisser sur Mask. Je vais visualiser Mask. Voilà. Ça, c'est une autre possibilité pour créer un attribut. Je peux par exemple output raw value. Ça va me permettre d'avoir des valeurs bien plus marquées. Donc là, je vois que j'ai des valeurs proches de 0, des valeurs proches de 1. Je peux, si je veux, activer le remap ramp. Ça va me permettre de sharp encore plus les valeurs qui étaient proches de 0. Et ce masque, on peut aussi le mettre dans un scatter si on veut. Également activer l'option de Density Attribute, puisqu'on là on voit que ça s'est créé de partout. Donc Density Attribute, ça va pas être Density qu'on recherche, mais masque. Et on voit que on a bel et bien des points qui se sont créés uniquement où il y a masque. Alors n'hésitez pas à mettre beaucoup de points, on le verra encore mieux. Donc voilà, la seule chose qui est très importante de faire, c'est activer ce Density Attribute et mettre le bon nom d'attribut qu'on a déclaré. Ici, on a déclaré un attribut de type flottant qui s'appelle Mask. Ici, le Physical Ambiance Occlusion nous a donné un autre nom, AO Mask. Bien évidemment, on peut le changer. On peut mettre Mask si on veut, tout simplement. AO, c'est pour Ambiance Occlusion. Le Mask pour l'Ambiance Occlusion. Donc c'est très intéressant. On a plusieurs points qui se sont créés là où il y a de l'ambiance occlusion, ou à l'inverse, là où il y a peu d'occlusion. Nous, ce qu'on va vouloir faire ici, par exemple, on pourrait imaginer, je sais pas moi, des champignons qui pousseraient ici parce que, en gros, ils sont exposés vachement au soleil. Pourquoi pas? Eh bien, on pourrait utiliser ce système d'ambiance occlusion pour dire, ok, là j'ai une potentielle zone qui va recevoir le soleil. Donc, je vais scatter des points là-dessus et je vais scatter mes différentes variétés de champignons là-dessus. Pourquoi pas? On va peut-être pas faire des champignons, nous, on va faire peut-être plutôt des roches. Je sais pas si ça sera très joli comme ça, mais on va essayer. Donc l'objectif, ça va être de scatter des roches, idéalement des roches différentes, sur cette région montagneuse. Donc pour ça, il va falloir déjà qu'on crée les roches différentes. On va pas trop s'embêter et en même temps, on va faire fumer le cerveau avec un système de for each, un système de boucle. Donc on va reprendre la même logique que l'on avait déjà fait sur l'exemple d'avant. On va reprendre une box. Cette box, on va la subdiviser. Peut-être pas énormément parce que on n'a pas besoin d'avoir une très grosse topologie. On va juste donner ces formes générales, on va pas trop rentrer dans le détail. Et on va venir faire un attribute noise. Pardon, on va faire un mountain. Le mountain, c'est un attribute noise, hein. C'est pareil. Hein. Sauf qu'il est déjà setup pour faire notre displacement dans la direction des normales. Ok? Il est déjà setup pour ça. Ce qui va nous permettre de modifier un petit peu notre roche. Yes, merci pour vos écrans, c'est parfait. Ok, on va essayer de donner une forme un peu plus intéressante. Worley cellular, pourquoi pas. Ouais, Worley cellular, ça peut être cool. Je vais essayer d'augmenter un peu la subdiv. Ouais, 6000 pour une roche, ça va. Ça peut commencer à être gourmand, mais ça va. Donc on peut mettre 5 en subdivision. Le mountain, on le met en Worley cellular F1.
parce que le F1 est parfait. Au moins, on a une roche plutôt intéressante. Ok. Ça, c'est une base. Notre roche. On peut prendre notre offset. L'offset, il va juste déplacer la position initiale de nos points. Ça va nous permettre de garder le même element size, de garder la même amplitude, mais juste de faire des variations. Je m'explique. Ici, vous voyez, on a une amplitude qui est en 0 centré, donc ça veut dire qu'elle part en négatif comme en positif, cette amplitude. Et si je l'augmente, je vais venir comme ça changer le shape. Je vais venir creuser d'une certaine manière, ou même galber ma roche dans certains cas. Donc c'est pas l'idéal, parce que je vais peut-être obtenir, si je fais varier ça, je vais obtenir des résultats qui seront peut-être bizarres à certains moments. Ok. J'ai pas forcément envie de le faire varier ça. Pareil pour l'élément de size, si je l'augmente trop, je vais perdre le détail de mon noise, et si je le réduis trop, je vais avoir trop de détails dans mon noise. Je fais plus une roche granit qu'une roche classique. Ok. Donc ces deux éléments, j'ai pas forcément envie de les changer, mais par contre j'ai envie de variation sur mon shape. Et bien c'est là qu'intervient l'offset. L'avantage c'est que je vais pouvoir comme ça déplacer la position initiale de mes points, leur ajouter quelque chose avant de rentrer dans mon sampling de noise. Ça me permet de donner des shapes différents sans changer l'élément de size ni l'amplitude. Donc je vois qu'importe l'offset, j'ai des formes différentes. Ça c'est intéressant. Je peux aussi changer l'offset juste sur un seul axe. Je peux appuyer sur ce bouton là, et au moins j'ai accès que à l'axe X, Y ou Z, si je veux. C'est normal que moi j'ai quelque chose de beaucoup plus granuleux, on va dire. Toi, tu as des faces relativement plates. Et Essaye. Ça peut venir du noise, mais c'est bizarre puisque tu n'as rien changé. Essaye de regarder le fractal. Qu'est-ce que tu as un peu plus bas? Ouais. Tu es en hybride terrain? Non, tu es en standard. Essaye de changer l'hybride terrain. Ouais. Mets-toi en hybride terrain à la place de standard. Ok. C'est bizarre que... Ah, c'est un attribut de noise que tu as pris, oui, c'est ça. J'ai pris le mountain. Pardon. Non, t'inquiète. C'est beaucoup d'infos. C'est la même chose. C'est un attribut de noise, sauf qu'il a déjà des pré-réglages préfaits. Ok, oui, je me disais, il y a plein de choses que j'ai changées par rapport à... Ok. Ok, merci. Bon, ben regardez les autres aussi si vous avez bien pris le mountain, ou alors, sinon, vous pouvez vous mettre en wireless cellular. Faites attention à la range value, mettez-vous en 0 centré, c'est un peu mieux. Et je crois que c'est à peu près tout ce qui changeait. Cool. Donc, on sait que si on change l'offset, oui. Excuse-moi Kevin, c'est quoi le 0 centré dont tu parlais? Ça va permettre d'aller en négatif et en positif. Le displacement d'une certaine manière. On a plusieurs options. Positif, on va pousser notre géométrie. En augmentant l'amplitude, on va faire que la pousser en positif. Okay. On peut avoir la même chose en négatif. On peut venir que creuser notre géométrie. Donc les valeurs ne seront que négatives. Et on peut l'avoir en 0 centré, ça sera et positif et négatif potentiellement. Ça pourra aller dans les deux directions. Super, merci beaucoup. T'en prie. On peut avoir d'autres ranges, hein. On peut avoir le minimum et le max, on peut avoir le min plus une range length, on peut avoir pas mal de choses. Il est cool ce node. Donc on a vu que cet offset pouvait être intéressant pour avoir des variations de roche sur la base du même setup. Maintenant l'objectif ça va être d'en faire plusieurs sur la base de ces trois nodes. Donc admettons qu'on veut 10 roches différentes. Comment on va pouvoir faire ça? Bon, la méthode classique, ça serait, ok, ben on va pas s'embêter, hein, on duplique. Ok, on change l'offset. Ok, et on duplique encore. Au moins, on a X nombre
de roches, on les récupère, on les merge tous ensemble. Salut Adrien, Bonjour. comment vas-tu? Très bien, très bien. Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Bien. Je vous invite donc tous à faire une pause. Adrien est avec nous pour son intervention. J'arrête mon stream. N'hésitez pas à démarrer vos caméras. C'est toujours plus agréable pour Adrien et pour nous tous pour discuter et échanger. Donc pour ceux qui l'ont, allez-y. Désolé, j'ai pas de caméra. Non, pas de souci. Je vais activer la mienne, j'arrête mon stream. Adrien, on en est... tu vas... Ton intervention va plaire à beaucoup de monde, je pense. Je vais arrêter de stream. On en est au système d'instancing, donc on est sur la première semaine, on est sur du modeling procédural. On fait beaucoup de... On a fait des HDA un petit peu, et là on est sur variation un petit peu de roche. On allait attaquer les forage, et on allait un petit peu attaquer de la végétation avec les différents attributs qu'on peut retrouver dans Houdini. Voilà. Ce qui va se passer aujourd'hui. Donc... Parfait. Ça va pas être très technique, ça va vraiment être un aperçu du métier, des méthodes. Mais je vais pas rentrer vraiment dans la technique Houdini, mais au moins on va voir ce qu'on peut faire avec Houdini, quoi. Eh bien écoute, je te laisse faire la présentation. Eh ben c'est parfait. Alors je vais partager mon écran, vous allez me dire si vous voyez bien. Ah, j'ai changé de machine, j'espère. Pas me tromper, l'écran entier. Adrien, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que je peux garder l'enregistrement? J'ai pas demandé à François. Ah oui, ça serait mieux que... Je le coupe, Désolé. je le mets en pause. Oui, je veux bien. Allez, ça marche. Écoutez, je vous propose qu'on continue quand même au moins les systèmes d'itération pour les for each, pour créer différentes roches. On était sur ce sujet-là avant de finir avant de commencer avec Adrien. Je propose qu'on finisse ça, 25 minutes, ça devrait être bon. Yes. Pour commencer à avoir le concept. Ça vous va pour tous? Allez, parfait. Allez. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif ça ne va pas être de justement dupliquer des objets comme ça, c'est pas le point fort de Houdini, de faire des instances différentes et de tout dupliquer comme ça, c'est pas nécessaire. Ce qu'on peut faire, c'est garder ce même setup avec un système de for each. Donc en gros, l'élément le plus important à faire varier en fonction du nombre de fois qui nous intéressera, ça va être l'attribut noise. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on veut offset. C'est grâce à lui qu'on va obtenir différentes pièces. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un for each. Le for each va nous permettre de rentrer dans une boucle avec une condition d'entrée et une condition de sortie. On peut faire des boucles en programmation. C'est très commun de les faire, ça nous permet d'itérer plein de choses en fonction d'une condition, toujours d'entrée et de sortie. Enfin, en tout cas, c'est mieux d'avoir une condition de sortie, sinon on rentre dans une boucle infinie et là, bon, ben, on est bon pour éteindre notre machine et recommencer. Donc pour obtenir une boucle dans Houdini, on peut les obtenir sous forme de nodes grâce au for each, et là on en a plusieurs. C'est pas des blocs. Non, ça va pas être des blocs. Si. Les vrais nodes, ce sont des blocs begin et blocs end. Donc les deux fonctionnent ensemble. Ça c'est la condition d'entrée, ça c'est la condition de boucle et de sortie. Donc là on voit que les deux sont complètement déconnectés les uns des autres. Et il va falloir qu'on les synchronise d'une certaine manière. Donc il va falloir qu'on dise que ce bloc end va réagir à ce bloc begin. Donc on le sélectionne. Et je crois qu'il faut juste qu'on mette son default block pass à l'intérieur ici et le piece block pass également ici. Pas du tout, ça ne suffit pas. Alors on va faire l'inverse aussi de l'autre côté, on va prendre le begin et on va le donner le bloc end. Et là c'est bon.
les deux sont ensemble. On le voit parce que bah, tout est entre parenthèses, tout est encadré. Donc ça y est, au milieu de tout ça... Du coup, on a besoin du Peace Block Pass quand oui, même. oui, parce que lui, il va nous être utile quand on aura des pièces à gérer. Ok. Les pièces, elles peuvent être sur les objets, par exemple, si on a une scène entière, avec une table, des chaises, un lampadaire, chaque objet peut être une pièce à proprement parler. Donc on peut avoir la lampe, on peut avoir la table, et ces deux-là seront une pièce séparée. Le bloc pass, en fournissant le bloc begin 1, il va comprendre que ici, il doit regarder le nom des pièces. Donc c'est bien de le fournir à chaque fois. On sait jamais, c'est bien. Ok, merci. Donc maintenant qu'on a les deux qui sont synchronisés, on voit que tout ce qui va se passer au milieu va être exécuté sous forme de loop. Oui, il y avait une question. Non, ça va? Okay. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est mettre des choses au milieu de tout ça. On voit que les deux peuvent se connecter, comme ça on a juste à mettre des nodes au milieu. Donc cette condition, on a dit qu'on voulait itérer différentes version de l'attribute noise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter notre subdivide en entrée de ce bloc begin et on va mettre notre mountain au milieu. Attention, faites pas l'erreur comme moi pour en mettant le flag sur le bloc end, sinon ça va créer pas mal de choses. Alors vous voyez qu'en bas ça commence à charger. On a un temps de cooking opérateur qui est en train de se faire. Là il a plus de 6146 itérations à faire et il charge tant qu'il n'a pas fait toutes les itérations. Pour annuler ça, on a juste besoin d'appuyer sur escape parce que je vois que là j'ai plus accès à mon Houdini, il est en train de réfléchir donc je peux plus rien faire. J'appuie sur escape, ça m'annule tout. Ok. Alors avant de rentrer dans le mountain, on va aller regarder plus doucement comment on peut faire l'itération. Donc sortez le mountain du bloc et on va regarder plus en détail. Donc les deux éléments, ils ont deux choses importantes. Le bloc begin, il a la méthode. Ça va être la méthode d'entrée. Qu'est-ce qu'il regarde comme information rentrante? Comment il la regarde? Donc on va avoir le fetch feedback, extract piece or point, fetch metadata et fetch input. Alors, fetch input, c'est le plus simple. Il va tout simplement regarder ce qui rentre en première entrée. On va rester là-dessus pour le moment. Le reste, c'est le bloc pass qu'on vient de fournir, c'est le bloc end, reset cache pass et create metadata import, on le reverra un petit peu plus tard. Le bloc end, lui, il a beaucoup plus d'éléments. En gros, lui, il reçoit l'information et lui, il récupère ce qui s'est passé au milieu et il renvoie l'information. Alors, soit il nous la renvoie directement ici, en sortie, soit il la renvoie au bloc begin. Ça va dépendre de ce qu'on a choisi comme méthode au début. Donc, qu'est-ce qu'il a? L'itération méthode autodetect by count ou by piece or point. On va se mettre sur by count. Et ce qu'il va faire, c'est que ce bloc ici va nous donner la possibilité d'itérer le nombre de fois qu'on veut la loupe. Donc en gros, en mettant by count ici, je vais avoir accès à combien de fois je veux exécuter ce qui se passe au milieu. Donc si je dis une fois, admettons, je vais créer une transformation à l'intérieur de ce bloc. Donc vous pouvez mettre un autre transform au milieu des deux. Et ce node transform, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on va mettre 1 mètre sur X. Allez, mettons 2 mètres. Bon, laissons, on verra plus tard. Laissons 1 mètre, c'est très bien pour moi. Donc là, si vous voyez rien, si vous voyez pas de déplacement, c'est que vous n'avez pas mis le flag sur le bloc end.
Vous mettez bien sur le bloc 1 ou sous le nul que j'écris en dessous. C'est pareil. Ok, donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai dit que ma loupe, elle s'exécutait qu'une seule fois et que je faisais un déplacement de 1 mètre à l'intérieur. Ok. Maintenant, je vais augmenter l'itération à 2. Ouais, non, ça peut être terrible. Parce que j'ai mon fetch input ici. Bon, quand bien même, je vais augmenter à 2 et je vois qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire 9 fois. Je récupère ma sphère à l'origine, ici. J'applique une transformation de 1 mètre et je récupère le résultat. Et je suis en train de faire 9 fois ça. Donc en gros, j'ai 9 fois le même déplacement. Donc en gros, j'ai exactement la même chose qui se passe. Au lieu de fetch input, ce qu'on va faire, c'est fetch feedback. En faisant ça, à chaque fois que je vais faire une itération, je vais toujours récupérer, alors pardon, block begin, fetch feedback à la place de fetch input. Maintenant, à chaque fois que je vais augmenter l'itération, ici, je vais toujours reprendre le résultat de l'itération précédente et je vais réajouter cette fameuse transformation de 1 mètre à l'intérieur. Ça va me permettre comme ça, toutes les itérations, de déplacer ma sphère. Ça marche pas pour moi. Je viens en feedback. Feedback. J'ai bien un ouais, super. slate 1. Quand je change les itérations, bah. Il n'y a rien qui se passe, absolument. Block begin, c'est bon. C'est bien. Le transform n'est pas connecté à ton block hand. Ouais. Merci. Yes. Cool. Ça devrait être bon. Merci. Yes, super. Donc vous comprenez la logique. On déplace d'1 mètre. Le bloc hand, il traite l'info. Et il renvoie cette info au bloc begin. Et ainsi de suite. Le transform redéplace encore de 1 mètre. On a une certaine accumulation ici. Ça, c'est grâce au fetch feedback. Si on fait fetch input, 0 changement, même si on est toujours en train d'exécuter la loupe plusieurs fois. En fait, on fait exactement la même chose. Vu qu'on récupère à chaque fois la même entrée. La différence entre le fetch feedback et le fetch input, il va regarder le résultat de la subdivision à chaque fois. À chaque nouvelle itération, il regarde toujours cette géométrie-là. Contrairement au fetch feedback qui lui va pas regarder cette géométrie, mais plutôt le résultat du bloc end. Donc il va toujours récupérer cette information qui est à la fin de la précédente itération. Donc petite différence très notable parce que ça fait plein de choses. On va avoir une autre méthode en dessous qui est le extract piece or point. Donc les pièces, comme je vous l'ai dit, ça peut être des objets. On peut définir un nom de pièce sur un objet. À ce moment-là, ce que va faire la loupe, c'est qu'elle va identifier l'objet dans son ensemble. Est-ce que vous vous souvenez les planches qu'on avait fait quand on avait fait varier les couleurs grâce au node connectivity ou au copynum quand on avait déclaré un numéro unique sur chaque planche? Et bien là, c'est un peu la même logique. On peut avoir un modèle 3D qui est constitué de 20 000 points et sur ce modèle 3D dire que c'est notre Cara 1. Et bien ce Cara 1, il aura un nom de pièce, ce sera la pièce Cara 1. Et bien la for each, il peut détecter cet attribut-là, et au lieu d'itérer sur tous les points de la géométrie, sur les 20 000 points, il va juste itérer sur le Cara 1 dans son ensemble. Ça va permettre d'extraire le Cara 1 dans notre loupe. Et je sais pas moi, faire en sorte de changer sa couleur juste sur le Cara 1, ou alors faire une couleur différente pour tous les Caras. Si on a 100 Caras, eh bien les 100 Caras vont avoir un numéro différent ou une couleur différente. Voilà, cette loupe pourrait nous servir à ça. On a la même logique, mais sur les points. Là, ça va extraire juste la pièce ou les points. Donc en gros, ici, si on n'a pas de numéro de pièce assigné sur la géométrie, au lieu d'exécuter
la transformation une seule fois, eh bien ça va exécuter la transformation le nombre de points. Donc en gros, au lieu d'avoir les itérations by count, on va le mettre en auto-detect. Dans ce cas, si je me mets en piece or point, l'itération va se faire 6146 fois le nombre de points que j'ai sur ma géométrie. Donc on peut tester, c'est sûrement ce qu'on avait au début. Qu'est-ce que j'ai? Feedback each itération, ok, auto. Ça m'a pas pris tous les points. Ça m'en a pris qu'un seul. Pourquoi ça? Il m'a détecté la pièce. Alors on va essayer autrement. J'ai l'impression qu'il m'a détecté la pièce sur ma box comme si c'était un objet entier. Ce qui n'est pas le cas. Je vais essayer de créer un scatter juste avant. Je crée plein de points dessus. Et je vais laisser cette méthode extract piece or point. Et on va voir si... non, il n'y a toujours pas les 6000 points. Pièce élément, c'est bon. Pièce attribut, on va l'enlever. Ça ne nous sert à rien. Oui, autant pour moi. Il faut juste changer cette méthode qu'on n'a pas encore parlé. C'est comment on assemble tous les éléments. Donc là, il nous feedback each itération. C'est pas ce qu'on veut. Dans ce cas-là précis, on a 1000 points. Les 1000 points, on veut les garder, mais on veut leur exécuter cette transformation sur les 1000 points. À ce moment-là, il va falloir non pas qu'on feedback each itération, il va falloir qu'on merge each itération pour récupérer tous les points qui sont traités en même temps. Au moins, ça nous permet justement d'avoir la transformation qui s'est appliquée sur les 1000 points. Bon, c'est pas un exemple très pertinent, je vous le concède ici. On aura l'occasion d'y revenir quand on fera des systèmes de rigid body pour les pièces ou les points. Donc pas d'inquiétude, on y reviendra. Pour cet exemple, nous on va avoir besoin d'itérer. Je vais casser le scatter, on n'en a pas besoin. Je vais casser la transform, on n'en a pas besoin non plus. Et ce qu'on va vouloir faire nous, c'est garder la même géométrie, mais à chaque fois changer un élément qui est l'offset. C'est cet élément-là qu'on veut changer. Donc on va mettre ce mountain au milieu. Juste avant la méthode, on va fetch input. On veut toujours récupérer le subdivide qu'on a au-dessus. Et le block end, on va le mettre, si vous voyez que ça charge, appuyez sur escape plusieurs fois, l'histoire que ça revienne. Et la méthode d'itération, on va la mettre en by count. On va contrôler le nombre de pièces qu'on veut changer. Donc je répète, fetch input sur le bloc begin, pardon. Et l'itération méthode by count. À ce moment-là, on peut mettre le mountain au milieu. Faites au moins une itération ou deux. La gather méthode, on peut la garder en merge each itération. Ça, c'est très bien. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est récupérer tous les résultats de chaque itération et les merge ensemble. On veut tous les avoir. L'itération numéro 1, elle va faire une roche. L'itération numéro 2, elle va faire une autre roche. Et ainsi de suite. Et on veut, bien évidemment, tous les résultats. Gaspard, tu peux appuyer sur O si tu veux pour lever cette fenêtre en bas. Au-dessus du viewport, du network view, ouais, super. Après, moi j'aime bien avoir ce genre de truc. T'aimes bien l'avoir? Ouais, j'aime bien avoir une vue d'ensemble. Ok, cool. Bon bah c'est la touche O pour l'activer ou la désactiver. Cool, donc. Là c'est déjà le cas. Hein. Si vous mettez sur votre bloc end, on le voit pas, mais on a déjà plusieurs pierres qui se créent. Si vous les avez activées, regardez les points en bas. On a 6146 points pour la première itération et on a 12 292 points pour la deuxième itération. Ça veut dire qu'on a deux géométries identiques. Le désavantage, c'est qu'elles sont identiques. Nous, ce qu'on veut changer, c'est ça. Et le souci, comment tu les affiches, les primitives et les points, s'il te plaît? D au-dessus du viewport. Ouais. Guide. Et géométrie information always on. Et là. Et tu peux save as default, au moins tu l'auras tout le temps. Yes. Merci.
Donc voilà, ce qu'il faut arriver à faire changer à l'intérieur de notre loop, c'est cet offset. Mais comme ça, en l'état, on n'a pas de possibilité de le faire changer. On n'a rien à récupérer. Ce qu'il va falloir qu'on arrive à récupérer, c'est ces fameuses itérations. Là, je suis à l'itération 0, itération 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et ce qu'il faudrait arriver à récupérer, c'est les itérations qui se font, comment dire, les unes après les autres. Pour nous, c'est en temps réel, quasiment, en tout cas pour cet exemple. Mais il y a réellement 7 itérations qui se sont faites les unes après les autres. L'objectif, c'est de récupérer ce numéro d'itération. Ce qu'il est sous-entendu, c'est qu'on a eu l'itération numéro 0, l'itération 1, 2, 3 jusqu'à 7. Mais on les a eues les unes après les autres. Donc, ce qu'on a envie de récupérer, c'est ça. Pour ça, on va pouvoir aller sur le bloc begin, create meta import node, et ça va nous créer un troisième bloc. C'est un bloc begin, mais avec les metadata. Les metadata de notre loop. Donc lui, il va nous permettre de récupérer le numéro de l'itération quand elle est en train d'être traitée sur le moment. On le regarde juste ici, on voit qu'on a un texte qui est arrivé, qui n'est pas sur notre bloc begin à l'origine. Quand on regarde le bloc begin metadata, on voit qu'on a détail attribut, 2 points, itération, virgule, num itération, value et evalue. On a 4 attributs qui sont stockés sur les détails. Les détails, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les détails, ça va être sur le node directement. On va pouvoir stocker ça en attribut, pas besoin d'avoir de points, pas besoin d'avoir de géométrie. On peut créer un attribut qui serait comme une information. Le gros avantage des attributs qui sont sur les détails, c'est que ils s'exécutent une fois. Par exemple, si je regarde mon subdivisé et je regarde l'attribut P, en réalité, c'est chaque point qui a l'attribut P, qui a l'attribut de position. Chaque point stocke cette information-là. Donc, si j'ai 6000 points, eh bien, je vais avoir les 6000 points qui ont stocké leur propre information de position. C'est pas le cas des détails. Les détails, ils s'exécutent une seule fois. Ça nous permet d'avoir des valeurs plus concises. Et surtout, ça ne nécessite pas de géométrie. Donc en gros, ce node, il a des attributs. On peut le sélectionner, on peut ouvrir le géométrie spreadsheet. Hein, on a l'info ici. Donc on peut sélectionner le node, ouvrir notre géométrie spreadsheet et aller sur le dernier bouton ici, qui est le bouton des détails. Et quand on clique là-dessus, on va voir les itérations, les evalues, les numéritérations et les values dans notre géométrie spreadsheet. Ça, c'est les attributs qui sont stockés sur les détails. Donc l'itération, on voit que c'est écrit 6, mais c'est parce qu'on est à la 6e itération. D'ailleurs, pourquoi on est à la 6e ici? On devrait être à la 7e, même voire la 8e. La première, elle marche pas. Mais c'est possible. La première, elle fait 0. Ok. Donc là, en gros, on est à la 6e itération parce que ça c'est déjà fini. C'est instantané, comme je l'expliquais tout à l'heure. Malheureusement, on les voit pas les unes après les autres. Sauf si, sur notre bloc end, on vient activer notre single pass. Notre single pass, il va nous permettre de voir les itérations les unes après les autres. Là, on est sur l'itération, même si on a 7 itérations ici, on a l'itération 0, itération 1, 2, 3, 4, 5. On voit qu'à chaque fois, on n'a que 6146 points, ce qui équivaut à une seule géométrie. Donc ça nous permettrait de voir les itérations séparées. Pareil, on y reviendra. Je désactive le single pass. Et mon objectif va être de venir récupérer ce numéro des itérations qui se font les unes après les autres dans mon attribute noise. Pour ça, je vais aller taper quelque chose dans mon paramètre ici. Je vais utiliser la fonction détail. Étant donné que c'est un attribut qui est stocké sur les détails, je vais utiliser la fonction détail. Je clique dessus, j'appuie sur F1, je charge la doc. Donc détail, on ouvre et on ferme la parenthèse, c'est une fonction.
Qu'est-ce que ça nous dit la doc? Ça nous dit que ça nous permet de récupérer une valeur, la valeur d'un attribut stocké sur les détails. Donc super. Comment on écrit ça? Eh bien, détail, on ouvre, on ferme nos parenthèses. Ok. Le surface node, sur qui on va lire l'information. Le nom de l'attribut. Et l'attribut index. L'attribut qu'on veut lire, il peut être à plusieurs dimensions des fois. Donc l'index, ça sera 0, 1, 2. Par exemple, si ce serait un détail attribut qui serait de type vecteur, eh ben on aurait 3 composants. Composants 0, 1, 2 ou x, y, z ou RGB en fonction de ce que c'est comme type de vecteur. Mais voilà, l'index, ça serait soit le 0, soit le 1, soit le 0, soit le 1, soit le 2. Bref. Donc voilà, on a 3 arguments à donner. Et on va les lui donner là-dedans. On va le faire ensemble. Qu'est-ce que j'ai besoin de donner en premier argument ici, selon vous? Est-ce que c'est pas ton node de metadata? Absolument. Absolument. Dans une boucle, il y a une raison technique. Je vous conseille tout le temps de faire des spare input. Surtout quand vous voulez référer à un autre node. Il y a une raison très spécifique. Je reviendrai dessus un peu plus tard quand on fera des notions un peu plus avancées des boucles. Mais c'est pour de l'optimisation de calcul. Pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc, on déclare notre spare input sur le mountain, add spare input, et on vient mettre notre bloc metadata à l'intérieur. Rappelez-vous, grâce à ça, on peut référer à ce chemin d'accès avec le -1. Super, on a notre premier élément, on a notre surface node. Ça, c'est sur qui on va lire l'attribut de détail. Maintenant, l'attribut name. Pardon. L'attribut name, je vais vous le donner. On peut ouvrir le spreadsheet comme ça en panneau déroulant, en panneau ouvert sur n'importe quel autre node. On peut sélectionner le node, clic droit, spreadsheet, et ça nous ouvre le panneau des spreadsheets juste de ce node. Ça aussi c'est très utile. Donc on peut aller sur les détails sur ce node et on voit qu'on a différents attributs. Celui qui va nous intéresser, c'est itération. Lui, il s'incrémente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben oui, c'est pour ça que c'est à 6, parce que ça commence à 0 et qu'on a cette itération. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque fois que la boucle fait la première itération, eh ben, je vais avoir l'itération 0. Quand elle va faire la boucle suivante, elle fera itération 1. Boucle suivante, itération 2, et ainsi de suite. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce numéro, cet attribut, et la valeur de l'attribut, grâce à cette fonction. Donc ce qu'on veut ici comme name, c'est itération. Attention, il nous demande un name, un nom. Donc un nom s'écrit entre double guillemets. Et l'attribut, c'est itération. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais grandir. Et itération. On a notre deuxième argument, une virgule, et enfin l'attribut index. Itération, il est qu'à une seule dimension. On voit que là, il n'y a qu'un seul component. Donc 0, c'est le premier component. Apply, accept, c'est parfait. Normalement, on n'a plus de warning. Et on devrait déjà avoir toutes nos différentes pièces. Elles sont juste toutes en même temps, positionnées exactement au même endroit. Si on voulait les avoir de manière différente, et on finira là-dessus, on a juste à créer un transform en dessous. Et on s'embête pas. Dans ce transform, on va déplacer sur X avec exactement la même valeur. Itération, ça s'incrémente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10 en fonction du nombre de loops. Eh bien, on s'embête pas. On récupère ça et on le colle dans le translate. Alors lui, il n'a pas le spare input, donc il va falloir le lui redonner. C'est pour ça qu'on a le warning. Donc n'oubliez pas le rouage, spare input. On clique glisse le bloc. Et maintenant, on va avoir un décalage de 1 mètre toutes nos pierres.
Et en plus, on aura des versions de notre pierre différentes. Une question peut-être bête, mais pourquoi on n'a pas fait un copy paramètre et mis le paramètre? C'est quoi la différence en fait? Parce que tu veux juste récupérer la valeur de ton itération, on est d'accord? Tu as tout à fait raison, on aurait pu faire ça. Ok. Tu as tout à fait raison, c'est très, très judicieux, on aurait pu faire clic droit là-dessus, copie paramètre et passe relative référence. En effet, on a juste besoin d'avoir la valeur. Tu as tout à fait raison. Pour le transform et pour le... Merde, où on l'a bloqué. Dans le mountain offset aussi, on aurait pu ou... Alors non, parce que ici, ce n'est pas un paramètre. Ce qu'on est allé chercher, c'est un attribut. Oui, mais tu veux le numéro de... Attends, juste... Je me perds dans les trucs. De l'itération. Tu veux le numéro de l'itération, donc là, on pouvait pas faire clic droit, copie paramètre. Ici? Ouais. Non. Parce que là, c'est une valeur, comment dire, finie. En gros, c'est nous qui rentrons la valeur. 6. Et ce qui se passe au milieu de cette boucle, c'est que si j'ai écrit 6 itérations, ce qui se passe au milieu là va s'exécuter 6 fois, mais une itération après l'autre. Donc on commence à l'itération 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en gros, ça s'incrémente au fur et à mesure. Et c'est cette incrémentation qu'on récupère nous ici. Ce qu'on voit là, c'est le résultat 5, mais en réalité, c'est pas tout le temps 5. Je m'explique. Si je désactive le fait que ma boucle est finie tout d'un coup, je vais activer le single pass. Donc je vais faire une boucle après l'autre. Là, j'ai bien mis 6 en itération totale, mais ici je suis à l'itération 0. Donc si je regarde le résultat de mon offset, lui aussi est à 0. Donc je vais aller à l'itération suivante. Quand il exécute une deuxième fois cette boucle, là je suis à l'itération 1 sur 6. Et quand je regarde mon mountain, le résultat c'est 1. Si j'avais copié cette valeur-là, copy paramètre, et que je l'avais collé en relative référence ici, ça serait 6. Exactement, et tout le temps, ça serait 6. Passe relative référence. Ça serait tout le temps 6, même si je désactive le single pass. Parce qu'il n'y a pas de... C'est même pas dynamique, mais il n'y a pas d'itération les unes après les autres quand je fais ça. Je donne un chiffre entier et statique. Oui, c'est la toute fin du film que tu as déroulé, quoi. Exactement. Oui. C'est le numéro de fin, absolument. Mais Okay. Avant ce numéro, il y a plein d'étapes intermédiaires. Absolument. D'accord, merci. Tu peux remontrer ton transform parce que moi, elles sont toutes stackées. Yes, je reviens juste là-dessus. Ah ouais. Ça. Et c'était quoi le copy paramètre? C'était l'offset? Tout à fait. Clic droit là-dessus, copie paramètre. Yes, merci. Vous n'êtes pas obligé de cliquer avant. Tu peux directement faire clic droit sans double-cliquer avant. Ouais, okay. C'est pareil. Ça marche les deux. Donc le transform, c'est pour bien visualiser nos pièces. On n'est pas obligé de tout transformer comme ça, mais c'est mieux pour bien voir. L'avantage maintenant, c'est qu'on peut augmenter le nombre d'itérations et en fonction du nombre d'itérations, eh bien, on aura des versions différentes de Roche. Autant de fois que l'on veut. Donc là, on a mis ça que dans l'offset, mais bien évidemment, on peut faire ça avec n'importe quel paramètre. Ok ? Pas trop de limites. Ça fait sens, ça va les for each? Ça va. Ouais. C'est pas forcément, ouais. C'est pas forcément évident normalement, mais. Intégré. Moi j'ai un petit problème un problème de. Je sais pas trop quoi en fait. Mes cailloux sont cassés. Je vois pas ton écran, Amaury. Ouais, excuse-moi. Oui. Bon.
Oui, je pense que tu as mis ton amplitude un peu plus grande. Regarde ton mountain. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans cette amplitude? Non, pourtant elle change pas. Mais j'ai peut-être fait. Il y a quelque chose qui va pas là dans le transform ou. En fait, j'ai pas forcément tout bien suivi. Bah, ça m'a l'air bon hein, dans le transform. Plus ta première est bien. Non, je pense que ça se situe au niveau du mountain. Bon, j'ai l'impression que tu as une incrémentation. Ah oui. Tu dois avoir, je pense, fetch feedback. Regarde ton block begin. Ouais. Et ouais, t'as fetch feedback. Mets-toi en fetch input à la place. Alors le problème d'Amaury qu'on avait ici, c'est qu'à chaque fois il récupérait le résultat précédent. Ce qui se passait là, ça avait l'air de fonctionner, mais en réalité il prenait le résultat déjà transformé et il rappliquait le mountain avec cette amplitude. Donc ça récupérait de nouvelles positions de points et ça redéformait le mountain. Et donc on avait ce système d'accumulation d'amplitude qui allait être de plus en plus gros quoi. Et ça, c'était à cause du fait qu'il venait fetch feedback. Récupérer le retour à chaque fois des transformations. Donc ouais, c'est assez sensible les for each. Il faut bien arriver à saisir les petites particularités de chacun. Ça se fera avec le temps, ne vous inquiétez pas si c'est pas logique de suite. On aura l'occasion d'y revenir. Écoutez, il est midi 10. On va aller manger. À moins qu'il y ait des questions juste avant. Ça va pour tout le monde? Ça va. Ça va. Allez, parfait. Eh bien écoutez, on met ça sur un sol un peu plus tard et on attaque sur un petit peu de végétation qu'on va modéliser, qu'on va positionner directement sur le sol, quitte à même mélanger les deux, cailloux et végétation, ça peut être cool. Bon appétit tout le monde, retour à 13h10 et à tout à l'heure. Bon appétit. Bon appétit. Bon app. C'est ok, tout le monde est armé d'un bon café. On va pouvoir continuer. Ouh là là. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Non, ça va. Ça va, ça devrait aller. On va beaucoup manipuler les attributs et on va essayer de faire des combinaisons d'attributs. Ça devrait aller. Ok. Je pense, mais n'hésitez pas à me dire. On va attendre Amaury avant de reprendre. C'est le plus chanceux d'entre nous. Il ne sait pas encore ce qui l'attend. Normalement, j'ai annoncé tout à l'heure ce qu'on allait faire. Donc on va continuer sur le système de roche sur le terrain et on va passer à la végétation. Donc je vous disais tout à l'heure, hein, on n'est pas obligé de rester sur l'offset. On a beaucoup de choses avec ce genre de logique déjà à faire. On peut s'amuser par exemple à... Bon, on peut faire varier l'amplitude si on veut. Là on avait vu qu'on pouvait la faire varier pour tout le monde, mais c'est peut-être pas ce qu'on... De manière uniforme comme ça, c'est peut-être pas ce qu'on veut. Bon, dans ce cas-là, ça pourrait marcher, mais... On pourrait faire trouver une range éventuellement entre, je sais pas moi, 0,2 et 0,3. Une range acceptable, d'une certaine manière. On essaye de voir dans l'ensemble si ça fonctionne pour toutes les instances. Et on pourrait refaire la même logique entre la même logique qu'on a fait ici, mais cette fois-ci pour notre amplitude. Donc comment on pourrait s'y prendre ici? Donc il y a plusieurs notions. Hein.
premièrement, j'aimerais un résultat aléatoire. Et d'un autre côté, qui sera toujours compris entre 0,2 et 0,3. Donc là, ça va un petit peu plus compliquer la chose. On sait déjà qu'on peut récupérer les itérations de la boucle. C'est celle qui va nous permettre d'avoir un résultat différent toutes les itérations. Donc, je peux CTRL-C ce bout de code et aller dans mon amplitude. Je vais l'ouvrir en grand. Si vous voulez l'ouvrir en grand comme moi, c'est Alt-E. Vous cliquez sur le channel et vous faites Alt-E et ça vous ouvre une grande fenêtre pour écrire ce que vous voulez. Alors attention, on n'est pas dans du code vex ici, on a le droit qu'à une seule ligne. Donc on va devoir tout écrire en une seule ligne. C'est un petit peu le désavantage. Donc je vais coller mon bout de code déjà à l'intérieur à la place de 0,3. Et ce que ce bout de code va me donner, il va me retourner les différentes itérations. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite jusqu'à arriver à la dernière itération. Moi je suis en train d'écrire ça dans mon amplitude. Rebonjour Amaury. Donc cette amplitude, j'ai pas envie qu'elle soit au-delà de 0,3. J'ai dit que c'était le maximum que je voulais. De plus, j'ai envie de randomiser le résultat. J'ai pas envie d'avoir toujours la même valeur. J'ai pas envie d'avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai envie d'avoir une valeur random comprise entre 0,2 et 0,3. Avant de continuer ici, là-dedans, donc là voilà ce que ça va nous donner, hein, ça va nous redonner un résultat immense, c'est pas terrible. Avant de continuer dans cette direction, on va faire un point VOP. Et je vais juste créer un point. Bon, cela dit, j'aurais pu le créer sur les détails aussi. Bon, c'est pas grave, on va le créer sur un seul point. Donc je crée un add au-dessus, et en dessous, un point VOP. Le add, il va me servir à créer un point. J'attends que tout le monde l'ait. On le connecte au point VOP. Et surtout sur le add, number of point, on met 1. On fait un plus. Au moins on va créer un point au centre de l'univers. On peut mettre le flag sur ce point, tout seul. Pour le moment, on laisse de côté un petit peu nos itérations. Et surtout, on peut mettre le flag sur le point VOP. Ok. Comme je l'avais déjà dit, donc on peut double-cliquer, aller à l'intérieur. On en avait déjà un petit peu parlé. Un vrai random, quelque chose de vraiment aléatoire en informatique, ça n'existe pas. C'est toujours sur la base d'un numéro. On prend une source, et cette source, on la randomise. On fait un aléatoire. Donc je vais créer une constante. Au début, cette constante, elle sera à 0. Et je vais pas la mettre en flottant, je vais la mettre en integer. Donc vous pouvez changer la signature, la constant type en int au lieu de float. Yes, merci Amaury. Ok, on a une constante qui est de type nombre entier. La couleur est bleue, on a bien des nombres entiers, c'est parfait. Donc on peut imaginer que cette constante, c'est un petit peu nos itérations. Ok. Donc la première, la deuxième, l'itération et ainsi de suite. Ok. Moi j'ai envie de randomiser ce résultat. Et surtout j'ai envie de le visualiser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bind export pour connaître la valeur. Cette bind export, je vais l'appeler foo comme d'habitude. Et je vais connecter ma constante à la création de l'attribut. Là je suis en train de créer un attribut, mais ça c'est pour nous, c'est pour visualiser, pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc le bind export, je change bien le nom en foo. Et on va pas s'embêter à ouvrir un spreadsheet en plus, on va split notre viewport, top et bottom, et on va visualiser notre inspecteur géométrie spreadsheet.
Vous voyez, on a foo ici qui apparaît et qui est égal à 0 normalement. Si vous sélectionnez votre attribut VOP, votre point VOP, assurez-vous d'être bien sur les points en haut dans le géométrie spreadsheet. Sinon vous allez avoir d'autres infos. Ok. Et on devrait voir foo. Vu qu'on n'a qu'un seul point, on n'a qu'une seule ligne, avec foo est égal à 0. Je vais juste filtrer foo au moins, j'ai que cette valeur. Ok. Donc c'est parfait. Ma constante elle est égale à 0, donc ce que je vois dans l'attribut c'est 0. Je peux incrémenter ça pour voir que foo bouge bien. Ok, ça serait mon numéro des itérations. Vous vous souvenez, ça c'est ce qu'on a récupéré grâce au détail attribut sur la géométrie, sur le surface node de le for each metadata. Et l'attribut qui s'appelle itération. C'est un peu la même chose ici. Donc là, c'est comme si j'incrémentais mon itération. 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Parfait. Moi, j'ai envie que pour chaque itération, j'obtienne un résultat random. En VOP, on a un node pour nous permettre de le faire, c'est random. Je vous le donne en 1000, c'est le même. Donc quand on met random au milieu, et qu'on regarde foo, on voit que foo, il est plus égal à 0 maintenant, il est égal à 0,64. En plus, c'est devenu un flottant. Donc c'était un nombre entier à la base, c'est devenu un flottant maintenant. Ce qu'il faut savoir avec la randomisation, c'est que par défaut, elle sera toujours normalisée. Donc elle sera toujours entre 0 et 1. Même si ma constante d'origine est égale à 4, 10, 500, 1000, le résultat sera toujours compris entre 0 et 1. Le résultat de ma randomisation sera compris entre 0 et 1. Sa structure, elle est comme ça. Donc ça veut dire que qu'importe le résultat que je vais donner ici, je suis sûr d'une chose, je ne connais pas le résultat à l'avance, puisque c'est le principe du random. On voit qu'à chaque fois que je change l'itération, la valeur de foo change. Donc ça, je peux pas en être sûr du résultat. Par contre, ce dont je peux être sûr, c'est qu'il sera toujours compris entre 0 et 1. Et ça, c'est super intéressant. Ça peut nous aider dans beaucoup de choses. Ok. Donc ça, c'est la première étape. J'ai déjà randomisé ma valeur, qu'importe l'itération. Et en plus, elle est comprise entre 0 et 1. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est qu'elle ne soit pas comprise entre 0 et 1, mais qu'elle soit comprise entre 0,2 et 0,3. C'est ce qu'on a essayé tout à l'heure sur l'amplitude. Excuse-moi, j'ai un petit souci. Oui. Là, sur le foo, là, j'ai pas de bind input. T'as pas d'entrée. Fais un bind export au lieu d'un bind tout court. Je sais pas pourquoi toi tu l'as pas alors que moi. Ok, merci. Ah bah oui, j'avais dû taper bind export tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Bref. Voilà, parfait. Normalement tu devrais l'avoir si tu fais l'export. Cool. Donc. Bien sur les points, oui. Foo il existe, super. Ça a l'air de marcher après. Si. Cool. Donc deuxième étape, c'est de remapper cette range dans ce qui m'intéresse à moi. Donc ça on l'a déjà vu. Un fit fait très bien l'affaire. On prend l'entrée, compris entre 0 et 1. Ça c'est l'ancienne version. La range qui est comprise entre 0 et 1. Le random, on en est sûr, il est compris entre 0 et 1. Donc parfait. L'ancien min et l'ancien max, j'ai pas besoin de le changer. Par contre, moi j'aimerais le remapper dans une range qui m'intéresse, à savoir 0,2 et 0,3. De cette manière-là, je contrôlerai tout le temps ce qui en sortira. Excuse-moi, une question peut-être un peu conne, mais pourquoi on veut entre 0,2 et 0,3 ? Je remonte au-dessus. Quand on était sur le mountain tout à l'heure, avant cette expression, on avait vu que l'amplitude qui marchait bien pour le noise, c'était 0,2 et ça commençait à être bizarre au-dessus de 0,3. Ok. Donc là on est à 0,36, on commence à avoir des pierres qui sont un peu bizarres. Bon, pourquoi pas, ça pourrait marcher, mais au-delà de ça, 0,4, 0,5,
ça commence à faire des trucs un peu bizarres pour des Ok, pierres. ok. Oui, donc là, on lui dit bien, je veux que tu me randomises l'amplitude entre 0,2 et 0,3. C'est pas autre chose. Je pensais qu'il y avait la position également. Non, Randomisé. c'est bien ça. Ok. Alors ici, on va se servir de cette itération du numéro de la boucle pour randomiser et pour obtenir un résultat entre 0 et 1. Et ce résultat entre 0 et 1, on va le remodifier. Donc c'est ce que je voulais vous illustrer ici au travers de cet attribut. Ça, c'est l'itération de la boucle qui est en train de se jouer. On n'a pas forcément de contrôle dessus, mais on arrive à la récupérer en fonction du nombre de boucles. 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et le random nous fait un truc entre 0 et 1, et on refit ce qui était entre 0 et 1, on le refit entre 0,2 et 0,3, ça nous permet de contrôler notre range, même si elle est aléatoire. Donc ça, c'est visuel, on vient de le faire visuellement. Maintenant, on va essayer de le reproduire sous forme d'expression et directement dans le channel ici. Pour obtenir la même logique, pour obtenir le même nombre de résultats entre 0,2 et 0,3, sauf qu'on va le faire dans ce paramètre d'amplitude, afin d'avoir une variation d'amplitude sur toutes nos différentes pierres. Certaines vont être peut-être à 0,2 et d'autres seront peut-être à 0,4. On va peut-être faire entre 0 et 4, ça fait déjà beaucoup. 0,35, allez, pourquoi pas. Voilà. Au moins, on aura des pierres plus sharp et d'autres plus arrondies, éventuellement. Ça peut être utile. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que on peut aller plus loin dans la logique. Donc comment on va faire ça? On part de ça, on en est sûr. Celui-ci, on CTRL-C dessus. Et à nouveau, je vais le réouvrir et je vais faire CTRL-V. Donc là, je suis en train de récupérer mon itération. Chaque boucle. Ok. C'est cette itération qu'on va vouloir randomiser. En code, contrairement au VOP, on va pas avoir de node, mais on va avoir une fonction. Alt E, si vous voulez ouvrir la fenêtre en grand. Donc cette fameuse randomisation, c'est une fonction rand, tout simplement. Donc RAND, on ouvre une parenthèse et on va tout au bout et on ferme notre parenthèse. Alors là, ça peut être compliqué parce qu'on peut avoir des jeux de parenthèses qui peuvent nous induire en erreur. Des fois, une parenthèse près, ça marche pas. Donc, j'ai mon random. Qu'est-ce que je veux randomiser? Eh bien, je veux randomiser ma fameuse itération. J'ai juste besoin de faire ça. Rand, il a juste besoin d'un seul argument, c'est la valeur. La valeur, c'est mon itération. Apply, parfait. On voit que mon amplitude, déjà, elle est plus petite, parce qu'elle est comprise entre 0 et 1. Parfait. Donc je vais avoir des résultats très, très faibles et des résultats peut-être un petit peu plus grands. J'ai l'impression que ça part en négatif à certains endroits. Non, c'est pas que ça part en négatif, c'est juste que l'amplitude doit être un peu trop grande. Ok. Donc nous, on n'a pas envie que ça soit entre 0 et 1. On a envie que ça soit entre 0,2 et 0,3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même logique que ce qu'on a déjà fait. On va fit le résultat de notre randomisation. Pour ça, on va avant notre rand et on encapsule rand dans une fonction fit. Donc on ouvre et on ferme notre parenthèse. Attention, la fonction fit, elle a besoin de plus qu'un seul argument. En fait, ça va dépendre des fits. Le fit par défaut, c'est celui-ci. Fit tout court. Lui, il a besoin donc de la fonction, du number ou de la value. Ça, c'est le premier argument. On l'a, nous. C'est celui-ci. Donc, toute cette ligne-là, c'est notre num, ici. Donc, on va à la fin de ceci et on met une virgule. Ça, c'est notre premier argument. Ensuite, on a besoin de l'ancien min, de l'ancien max, et du nouveau min et du nouveau max. Comme le fit dans le point VOP, c'est pareil. Donc l'ancien min, c'est 0.
L'ancien max, c'était 1. Rappelez-vous, le random, il est toujours compris entre 0 et 1. Et le nouveau min, ça va être 0,2, alors que le nouveau max va être 0,35. Faites attention aux virgules. Vous pouvez faire apply si vous avez ouvert la fenêtre comme moi, et normalement vous devriez plus avoir de problème d'intersection. Certaines pierres seront sharp, d'autres seront un peu moins sharp. Plus arrondi. Est-ce que vous voyez bien le code? Ouais. Bon, une fois de plus, ça c'est pas une obligation, c'était en attendant pour vous montrer d'autres possibilités. Ouais, désolé, moi j'en suis pas du tout là. J'ai encore craché, c'est un peu embêtant. T'inquiète, Amaury, c'est vraiment pas. C'était en t'attendant tout à l'heure que je voulais montrer des choses en plus, donc t'inquiète, des fonctions comme ça, on va en faire plein dans la formation. Ok. On va les faire en vex, on va les faire en expression fonction, donc pas de soucis. Si tu la veux, je la copie et je la mets dans le chat au moins. Ouais, je veux bien, tu peux limite, ouais. tester. Merci. T'as juste à la copier et la coller. Ouais, tu l'as. Ici, on est plus à l'aise avec les. On a fait le point vote, on pourrait le récupérer. Quand tu nous as fait la démo dans le point vote, de le faire avec des nœuds. Non, pas directement. C'était juste pour illustrer, c'est pas Ouais. récupérable. Ouais. Alors on pourrait le faire seulement si on avait fait le point vop dans notre loop à la place de notre mountain. On aurait pu récupérer cet attribut dans notre point vop pour faire ces fameuses itérations, mais on aurait dû le reconstruire de A à Z. En gros, on aurait dû reconstruire cet outil-là pour intégrer notre itération dans notre outil, dans notre logique, pour faire varier les trucs. Ok. C'est mieux de le faire directement dans le channel parce que lui, ce channel, il est déjà drivé avec des choses à l'intérieur. Et on récupère que l'itération ici. Ouais, il aurait quand même fallu intégrer cette itération avec du texte, avec du code comme ça, même si on l'avait fait en point vop. Je suis en train de réfléchir, mais je vais tester. C'est une très bonne remarque. On va faire un point vop rapidement. Point vop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter ça. Je teste rapidement. Au moins, j'évite de vous faire perdre du temps si ça ne marche pas. Je vais essayer de faire un. Je peux le récupérer sur les détails. Parce que je vais pas le faire en code. Point cloud open. Et non, là, je vais pouvoir lire que des attributs sur les points. Get attrib. On va essayer de chercher du détail. Import détail attribute. On va essayer de faire ça. Donc là, l'objectif, c'est d'importer dans ce point vop ce détail attribute qui est sur le metadata, qui est dans la deuxième entrée. Et nous, on va aller chercher itération. Ok. Donc là, on vient prendre le file. La deuxième entrée, c'est la deuxième entrée de notre point vop. L'attribut en question, ça va être itération. Itération. Ok. Le résultat, on va pas le mettre de type vecteur, on va le mettre de type integer puisque itération c'est un nombre entier. On va essayer d'exporter ça pour vérifier si l'itération fonctionne. Pareil, chez attrib, bind export. Et on va exporter ça sur foo. Donc l'itération c'est 20, c'est bien. Ça veut dire qu'on est en train de récupérer l'itération, vérifions quand même, 21 itérations, l'itération commence à 0, donc c'est bien, on a récupéré le bon résultat. On va activer le single pass pour voir si les itérations se gèrent bien les unes après les autres, c'est bien le cas, foo nous récupère bien l'itération. Donc oui, on aurait pu le faire en point vop, ici, en tout cas on aurait pu randomiser. Maintenant qu'on a l'itération, on refait la même logique que ce qu'on a fait tout à l'heure, on prend le résultat, on le randomise, on l'a randomisé, on vient le fit, range,
L'ancienne et la nouvelle, l'ancien min et max, ça change pas. Le nouveau, point 2 et point 35. Et à ce moment-là, il va falloir reconstruire notre noise. C'est ce que je disais tout à l'heure, on va pas pouvoir directement récupérer cette valeur dans le mountain. Si on pourrait, mais avec un attribut ici. Ouais, on pourrait, en faisant appel à l'attribut, je pense. Donc ce qu'on peut déjà faire ici, c'est qu'on a une certaine valeur. Cette valeur va venir driver l'offset. On avait vu que dans le attribute noise, le réel noise qui existait, c'était le static. Unified static noise. Ok. Donc lui, on le reconstruit, on prend la position. Et là-dedans, on a un offset. Hein. Il vient pas de nulle part, cet offset qu'on a à l'étage du dessus sur l'attribute noise. Il vient d'ici. Donc tout simplement, on vient récupérer cette randomisation. Et par exemple, déjà rien que l'itération, on peut la mettre dans l'offset. L'offset de... Où est-il? Voilà, l'offset ici. C'est pas grave si c'est un vecteur 4, tout va se réécrire grâce à l'itération. Ça serait donc pour l'offset. Et ici, ça serait pour l'amplitude. On avait dit que l'amplitude, on voulait la faire varier entre 0,2 et 0,3. Il faut juste qu'on la trouve. L'amplitude, où est-ce qu'elle va être? Finale amplitude, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on avait mis? Voir les cellulaires 1. De toute façon, ça n'a pas changé. Hybride terrain. C'était pas celle-là. Je pense que c'était celle-ci, d'amplitude. On va mettre le flag dessus. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est que on va venir multiplier les normales. On va faire le displacement ici, dans la direction des normales, ce qu'on a déjà fait depuis hier. Le résultat du noise dans le amount, dans le scale, pardon. Le amount A1 et le displace vers P. Donc là, on va vérifier si l'amplitude c'est bien ça. Oui, ça a l'air d'être bien ça. C'est juste pas les mêmes ordres de grandeur. Et excuse-moi, question, du coup, qu'est-ce qui sera le plus stable en prod, enfin le moins lourd ou... Idéalement, l'attribute noise comme ça. Au moins, tout est déjà structuré, pas besoin de tout reconstruire. Une fois de plus, ça va dépendre du degré de contrôle dont vous avez besoin. Si si la scène demande un niveau de contrôle extrêmement précis ou qu'il y a beaucoup de retake à faire, bon ben je vous encourage à faire un point VOP, au moins vous savez ce que vous contrôlez de A à Z. Si par contre c'est des assets de second plan que vous allez faire, bon, vous pouvez vous permettre d'aller travailler plus vite, vous avez juste besoin de faire différentes itérations. L'attribute noise c'est bien, c'est plus rapide pour vous. Merci. Donc je finis juste cet exemple, au moins vous l'aurez dans le fichier. Le final amplitude, où est-ce que c'est quoi son nom de paramètre? CCAMP. Donc ça va être celui-ci, CCAMP. Voilà. Donc là on vient gérer notre nouvelle et notre ancienne amplitude. Et on les remap un peu comme on veut. Normalement ça devrait produire à peu près le même effet. Sauf que là les cailloux sont plus gros parce que notre amplitude est bien plus grande. Mais bon, c'est à peu près la même chose. C'est le zéro centré qui doit être construit autrement dans le VOP. Kevin? Oui. Est-ce que ça veut dire que dans le point VOP, t'es pas obligé de te servir de l'input et de l'output qui te sont donnés? Absolument, oui. Tout à fait. Tu peux vraiment utiliser ce que tu veux. Ici, par exemple... On se sert quand même de l'input, mais... Oui, mais je suis allé chercher une information sur la deuxième entrée. Après, je suis pas obligé. Je peux venir chercher, par exemple, si je fais bind tout court, je peux aller chercher P et je vais aller chercher la position de mes points. Je suis pas obligé de la récupérer de là. Ça marchera très bien quand même. P, c'est un vecteur 3 et je peux mettre celui-ci à la place de celui-là. Ça va rien changer. Parce que ça sera le même attribut en réalité.
Donc oui, non, tout à fait. On n'est pas obligé d'utiliser ni ça en entrée, ni ça en sortie. Ça, c'est des trucs qui sont déjà donnés par défaut. Mais libre à nous de les utiliser ou non. Mais il faut pas les supprimer. J'imagine que ça met le bazar. Non, non, si tu les supprimes, ça pose pas de problème non plus. Ok. Ouais, tu peux les... D'ailleurs, même dans... Je crois que dans beaucoup de nodes comme ça, voilà, vous voyez ici, ils n'utilisent pas les VOP globales. Hein. Il n'y en a aucun de VOP global, ni output, ni input, ni output. Hein. Dans le Mountain Unified Noise Float, ils reconstruisent tout de A à Z. Avec, ben voilà, typiquement, ils viennent d'importer avec un bind la position. Là, ils viennent de créer un paramètre en plus, element size, l'offset, et ils mettent tout ça dans une boucle. Avec des codes de snippet à l'intérieur pour faire du vex directement. Dans le VOP. Bon là après là c'est de l'inception. Pour le moment tranquille, pas besoin d'aller regarder ce genre de choses. C'est hyper malléable. Génial. Salé, oui, tout à fait. Tout à fait. Ah oui, mais il n'y a vraiment pas de limite dans Houdini. Hein. La seule limite c'est ce qu'on peut conscientiser. Hein. Ou pas d'ailleurs, on peut explorer aussi, mais. Merci beaucoup. De rien. Donc voilà, une autre possibilité qui peut marcher. Si vous voulez plus être à l'aise avec le visual scripting, ça peut marcher aussi. Bon, je vais garder les deux avec un switch. Ok. Cool. Donc maintenant qu'on a tous nos objets, toutes nos variations sur la base d'un seul attribut noise, je vais enlever ce transform, hein. C'était vraiment juste pour le visuel. Je vais les garder tous statiques. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les dissocier. Alors temporairement, je vais les garder visibles au moins. On les aura. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer le node connectivity en dessous de mon bloc end, après mon bloc end. Qu'est-ce que je fais? Je le fais sous forme de string ou de nombre entier? On va le faire sous forme de nom. Donc dans le node connectivity, rappelez-vous, c'est celui qui nous avait permis de dissocier les planches les unes indépendamment des autres. Donc là, il va faire la même chose. Il va nous créer un attribut qui s'appelle class, qu'on peut visualiser, sur chaque pierre. Donc chaque pierre va avoir un numéro unique. Pourquoi je ne le vois pas? Parce que j'ai activé foo. Donc là, vous voyez class qui part de 0 à 20. Ça veut dire qu'on a 21 pierres. La première, class est égale à 0. Amaury, au-dessus de ton viewport, CTRL 1, ça va te permettre de remettre sous une seule fenêtre. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est split ici, si tu veux split, avec ces petits boutons. Ouais, la petite flèche qui pointe vers le bas, et tu peux aller sur split, pan, top, bottom. Ok, c'était pas le... T'as pas accès à ça quand tu le fais avec celui-là. Ok. Ouais. Chercher. Et là, c'est clic droit sur le scene view, inspector et géométrie spreadsheet. Merci. Ouais, super. C'est normal que moi ils me mettent 0 pour classe. Pour tous les points, essaye de filtrer pour voir si t'en as d'autres. Alors enlève classe de groupe, supprime tout ça, voilà, et filtre, clique sur classe. Ouais, pour... Ouais, encore une fois. Ah ouais, ok. Oui, c'est bon, super. Ah oui, parce qu'il prend chaque point, oui, c'est pour ça, pardon. Exactement, tout à fait. Il a pris tous les points de cette géo et il y a mis la classe numéro 0. Tous les points de celle-là et la classe numéro 1, tous les points de celle-là et ainsi de suite. Tout à fait. Donc vous vous souvenez tout à l'heure quand on parlait de pièces, eh bien on peut dire que cet objet est une pièce et la pièce numéro 1, ou 0, la pièce numéro 1, la pièce numéro 2 et ainsi de suite. Ok. Alors on a deux méthodes et deux noms de convention. La première c'est classe. Classe c'est le numéro
souvent c'est un integer, c'est un nombre entier. Donc vous voyez 0, c'est un nombre entier. Et ainsi de suite, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Voilà, ça c'est des noms entiers. Donc ça veut dire que chaque pièce a un numéro. On a une autre option qui est en string. Là, on a plus souvent l'habitude de l'appeler name, cet attribut. Name, on va pouvoir nommer les pièces. Là, on a les pièces. La pièce 0, la pièce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ainsi de suite. Il y a une petite différence en termes de stockage de l'information. Ça va être au niveau de soit de l'integer, soit du string. L'integer, c'est un chiffre. Le string, c'est une chaîne de caractères. Donc en gros, bon, en définitive, ça restera toujours du binaire dans la machine. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est taper des lettres ici. Donc on peut dire que ça sera la roche numéro 0. D'ailleurs, on peut mettre un underscore. Roche numéro 0, roche numéro 1, 2, 3 jusqu'à la 20e. Là, on parlera de name attribute. On pourra dire que c'est une pièce, réellement. Mais tout à l'heure aussi, on pouvait dire que c'était une pièce, c'était juste un chiffre, alors que là, c'est un nom de pièce. Ok. Voilà, petite différence. Quand on parle d'integer, on a tendance à définir l'attribut de classe. Et quand on parle de chaîne de caractères, on a tendance à l'appeler name. Ok. Donc soyez pas surpris quand on le retrouvera. Name, c'est le nom de l'attribut. Attention. Et rock, c'est la valeur de l'attribut. C'est pas parce que c'est une chaîne de caractères que c'est le nom. Ça, c'est la valeur. C'est le résultat de notre name attribute. Ok. Ça peut être difficile à... Pardon. Non, vas-y. Pourquoi on choisirait l'un plutôt que l'autre? J'arrive pas trop à savoir quand j'utiliserai integer et string. Quand on va chercher des chaînes de caractères, par exemple, c'est pour aller chercher différents assets sur le disque dur, sur le serveur. Si on met en librairie ces roches, on va pas leur donner des numéros, on va avoir tendance à dire que c'est des roches, que c'est des arbres, que c'est des types de végétation. Et de cette manière-là, on va pouvoir définir sur la géométrie directement le nom de la librairie. Oh, ok. Ça va nous aider. Ton catalogue comme ça. Exactement. Et quand on va faire par exemple un système de point cloud, où on va faire un système de scatter sur l'environnement, eh bien on pourra dire que, mais d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, hein. C'est exactement ce qu'on va faire là maintenant, on va pouvoir dire que le point numéro 0, eh bien il va recevoir le nom d'un asset. Et à ce moment-là, quand il va s'agir d'assembler le tout ou de faire le rendu, eh bien le point saura quel type de végétation il doit display. Nous, dans le viewport, ça nous évite d'importer toutes les géométries et faire ramer l'interface. Et au rendu, bah, tout se fait, alors c'est pas forcément plus rapide parce que tout doit être chargé quand même, mais c'est quand même un gain de temps et d'optimisation. On va chercher l'information directement sur le disque dur au lieu de le charger dans la scène et ensuite faire le rendu. Il y a une étape en moins. Donc, toutes nos pièces ont un nom unique. Elle, c'est la roche 0. On peut visualiser cet attribut, c'est un attribut comme les autres. Point attribute, on peut activer name. On voit que c'est une chaîne de caractères. On voit que tous nos points de cette géométrie comportent la chaîne de caractères rock 0. La rock 1 et ainsi de suite. C'est vraiment un attribut comme les autres. Cool. Donc, maintenant qu'on a bien vu ce qui se passe, je désactive ce transform, on stack toutes nos roches ensemble, et on va passer à l'étape de... Donc ça je vais le supprimer, c'était juste pour la visualisation. D'assembler ces deux éléments. On a une source de scatter à gauche, on a nos roches à droite. Maintenant on va lier les deux. Donc si je fais mon scatter et que je fais un copy to point classique, ça c'est les points qui vont me servir de template. Alors n'hésitez pas à inverser les côtés parce que c'est pas bien grave si vous le faites pas, mais ça peut être déstabilisant. Ça j'en ai pas besoin, je l'enlève. Je garde que la logique de physical, ambiance, occlusion, ça me plaît bien. Donc à gauche,
Faites un contrôle S parce que s'il y en a qui appuient trop vite sur le rendu, ça peut cracher. À gauche, on a 129 000 points et ça comporte toutes nos pièces. Et à droite, des particules comme ça qui se baladent. Le copy to point, si on le connecte comme ça, il va pas trop aimer. Là, il est déjà en train de pas trop aimer. Parce que on a 10 000 points fois 129 000 de topologie. Ça va commencer un petit peu à être gourmand même pour Houdini. Alors qu'il traite des millions et des millions de particules sans trop bugger. Ça dépend de nos machines, bien sûr, mais bon, dans l'ensemble, il est assez puissant. Donc ça, c'est pas la bonne chose à faire. Si vous l'avez fait, c'est pas grave, essayez de faire escape. Normalement, vous pouvez appuyer plein de fois sur escape. Ça n'a jamais fait planter réellement le logiciel, au contraire, ça aide à ce qu'il revienne à la vie. Bon, ça peut ne pas marcher hein, aussi. Hein. Donc. Le massage cardiaque de Houdini. Et non, on a encore. Ça, ouais. Oui. Oui. Ouais, c'est bon, parce que là j'ai mon ordi qui a quand même en freeze. Ah, ça y est, ça revient, mais.